Comme chaque semaine, je vous emmène découvrir les artisans qui font battre le cœur de l'Hexagone et les lieux qui font son prestige. Aujourd'hui, dans Version française Architecture, Art et Design, le musée des années 30 présente cette période marquée par des changements sociaux, culturels et politiques. À travers des pièces colorées, Stefania Di Petrillo explore les dimensions émotionnelles du design. Déconstruire la mode pour bâtir des ponts sculpturaux entre art et textile. Bienvenue chez Yunya Watanabe. Le vitrail sort de son carcan traditionnel avec Marion Flamand, une vitrailliste qui ne craint pas l'expérimentation. Et juste avant de rencontrer la designer Stefania Di Petrillo, tout de suite notre rubrique Pépite. Entrez dans la danse avec l'œuvre de Camille Claudel nommée La Valse, une de ses créations les plus marquantes. C'est près d'Avignon que Camille Claudel voit le jour en 1864. Si elle montre un talent précoce pour la création, c'est sa famille qui la poussera à poursuivre sa carrière artistique. Elle déménage alors à Paris en 1881 et c'est à l'Académie Colarossi qu'elle croise la route de Rodin. Si leur collaboration est fructueuse, elle se transforme en aventure amoureuse tumultueuse à laquelle elle fut malheureusement souvent réduite. Et cette relation prendra fin en 1898. Malgré des débuts prometteurs, Camille rencontre de nombreuses difficultés personnelles, notamment des soucis de santé mentale qui la pousseront à passer les dernières décennies de sa vie dans un hôpital psychiatrique. Elle y continuera cependant de sculpter, bien que son art fût assez peu reconnu de son vivant. C'est plus tard au XXe siècle qu'elle recevra la reconnaissance méritée. C'est d'ailleurs à travers La Valse que son talent s'illustre pleinement. Probablement une de ses œuvres les plus célèbres, cette dernière s'impose comme une métaphore de la passion amoureuse, mais aussi des tensions et luttes dans les relations humaines. Ce sont aujourd'hui plusieurs versions, en bronze ou en grès flammé, qui subsistent et nous permettent d'assister à cette capture intime d'une émotion en mouvement. La valse nous emporte avec elle dans les tourments de Claudel, mais aussi dans son génie artistique. À Boulogne-Billancourt, le musée des années 30 revient sur une décennie de changements aussi bien artistiques que culturels. Une visite confidentielle dans Tous au musée. Le musée des années 30 de Boulogne-Billancourt est un musée dédié à l'art du XXe siècle. Comme son nom l'indique, il est plutôt concentré sur la période dite de l'entre-deux-guerres, en gros donc entre 1918 et 1939. Et il présente une partie de la création qu'on voit assez peu finalement, c'est-à-dire non pas les grandes avant-gardes liées au surréalisme, au cubisme, à l'abstraction, etc., mais plutôt à des artistes qui sont restés assez fidèles à une tradition dite académique. Implanté aux portes de Paris, dans la ville de Boulogne-Billancourt, le musée des années 30 se situe dans l'espace Landowski, un centre culturel municipal qui regroupe une médiathèque, 2 musées et un cinéma. La visite débute dès l'entrée avec un lieu dédié à la sculpture. Qu'elle soit faite de plâtre, de marbre ou de métal, le nu règne en maître, comme avec cette œuvre d'Alfred Jagnot. Il va réaliser un certain nombre de sculptures, dont ce grand marbre appelé Eros, qui est un relief monumental qui représente le petit dieu antique de l'amour au milieu de nymphes. Donc c'est une sculpture qui évoque à la fois tout ce répertoire classique, mais ici avec un art de la forme qui est beaucoup plus vers la géométrie, qui peut rappeler effectivement des expressions plus modernes du début du XXe siècle, et également cette recherche très ornée dans les surfaces, en particulier dans les détails de la peau, des chevelures ou des feuillages. Sculpture, peinture, dessin et mobilier, la collection très riche du musée a été constituée au fil des années depuis sa création en 1939 et continue encore à s'agrandir. En témoigne ce bas-relief acquis en 2023, qui est la seule œuvre publique de l'artiste Monrenon. C'est une œuvre très rare puisqu'elle a été réalisée par Ernest Morénon qui va participer en 1937 à la célèbre exposition internationale qui se déroule à Paris avec de nombreux chantiers monumentaux et notamment l'édification d'énormes pylônes en bois hauts de plus de 50 mètres au niveau de la place de l'Alma.
Nous avons ici un témoignage de cette réalisation colossale avec 2 immenses piliers qui sont ornés de reliefs décrivant le travail du bois. Mouvement très présent au début du XXe siècle, entre toiles et sculptures, l'art colonial est fortement représenté au 3e étage du musée. Si une partie de ces productions est évidemment liée à une propagande, avec la volonté de l'État français d'assurer une promotion notamment culturelle de cet empire et en incitant les artistes à voyager. Une autre partie, et en particulier celle présentée dans les murs du musée de Boulogne, vise au contraire à montrer la variété, la dignité des populations du monde. Ville au passé artistique riche, pendant cette période d'entre-deux-guerres, Boulogne-Billancourt et Paris deviennent le refuge d'artistes de l'ex-URSS de confession juive qui cherchent un climat plus propice à la création, comme l'artiste Jacques Lipchitz. Ce bas-relief est une pastorale, c'est-à-dire un sujet avec des jeunes gens dans la nature en train de jouer de la musique, donc un genre de sujet qu'on peut trouver également dans l'art de la Renaissance ou des XVIIe et XVIIIe siècles. Et en l'occurrence, il y a une composition préparatoire pour un décor sculpté au début de la décennie 1920 pour le grand collectionneur et mécène américain Barnes. Au 2e étage, le visiteur peut contempler de nombreuses œuvres qui interrogent sur la place du corps et du portrait en peinture, ainsi qu'une salle sur des œuvres animalières. Pour clôturer la visite, le dernier étage offre une variété importante de mobilier et d'études architecturales que l'on pouvait rencontrer durant cette décennie. Nous sommes à une époque où le décor connaît une effervescence extrêmement importante, en particulier dans le domaine du mobilier, avec des productions qui sont parmi les plus emblématiques de l'histoire de l'ébénisterie, avec des plaquages de bois exotiques en France. Avec cette collection foisonnante qui s'étend sur plus de 3000 mètres carrés, le musée des années 30 de la ville de Boulogne-Billancourt signe l'une des plus importantes collections au monde. Notre invitée du jour, c'est Stefania Di Petrillo, designer italienne inspirée. Elle se nourrit aussi bien des nuanciers de couleurs que des matériaux. Découverte. Bonjour Stefania. Bonjour Katharina. Stefania, vous êtes directrice artistique et designer et pour vous, il ne s'agit pas juste de créer un autre objet, mais de créer des objets qui durent dans le temps. Et pour ce faire, vous recyclez, vous upcyclez, vous mettez en scène, vous détournez. Bref, d'où vous vient cette passion pour les objets? Cette passion pour les objets vient sûrement d'une attitude très ancienne que j'ai depuis très jeune étudiante, d'aller chiner, d'aller regarder, d'aller marcher aux puces et aussi dans les quincailleries de tous les endroits où j'ai pu me rendre en voyage, que ce soit des tout petits endroits en Italie, les pays d'où je viens, mais aussi dès que je suis arrivée en France pour mes études. Je pense que la première chose que j'ai fait d'ailleurs, bien avant que ce soit un peu à la portée de tout le monde, j'étais chercher un vélo au marché aux puces de Montreuil. Donc j'étais toujours passionnée par ces objets qui existent déjà, pas forcément qui sont à créer, mais qui sont déjà sur des étalages de marché, et pouvoir les réinterpréter peut-être, ou y chercher une histoire, et voir comment elle peut être après racontée, ou lui donner une continuité. Voilà. Alors, on fait appel à vous dans des domaines très divers, que ce soit en direction artistique ou pour des vitrines, pour la mise en scène, pour la création d'objets, pour la stratégie des marques aussi. Quel est votre ADN, votre fil rouge dans tout ça? Les designers, ils doivent avoir un regard sur le monde un peu ouvert et nouveau, et surtout répondre aux personnes qui lui demandent d'intervenir dans les domaines pour lesquels il est appelé. Je trouve en tout cas, pour ce qui me concerne, qu'il ne doit pas se spécialiser en un seul domaine, mais il doit essayer d'avoir cette souplesse et cette ouverture d'esprit pour répondre justement avec son regard des designers au monde. En fait, il s'agit d'avoir une belle curiosité, oui, surtout. Je pense.
Originaire de Parme, en Italie, Stefania Di Petrillo a adopté la France depuis 25 ans et a installé son atelier de design à Paris. Bercée par la matière, les couleurs et les possibilités qu'elle lui offre, Stefania se laisse guider par son œil et ses inspirations qui l'emmènent à imaginer et concevoir tout un tas d'objets variés. Loin des logiciels, Stefania griffonne sur ses carnets, puis petit à petit affine son trait et ses envies de couleurs avant de rapidement fabriquer une maquette, comme ici pour la création de ce lustre guinguette, imaginé avec et pour la cristallerie Saint-Louis. Pour qu'après, je ne sois pas surprise du résultat. Parce que parfois, la 3D, elle peut être très utile quand on doit faire une série de versions, donc version A, B, C, etc. Mais une fois qu'on a trouvé à peu près là où on veut aller, l'effet de passer sur une vraie tridimensionnalité et pouvoir bouger les choses, par exemple. Donc je trouve une matière qui peut ressembler en termes de brillance, des lumières, de couleurs, à ce que les cristals pourraient être. Et après, on retransforme. Une gestuelle et un processus créatif qu'elle applique sur la plupart de ses projets, mais avec des supports différents. Comme ici avec la couture pour sa collaboration avec la boutique de la Comédie Française, où elle a imaginé tout un tas de housses et trousses faites à partir des toiles utilisées pour protéger et inventorier les meubles de scène. Je pense que c'est une vraie valeur ajoutée. L'objet en soi, évidemment, il doit être désirable, il doit avoir une certaine esthétique, mais si en plus il a une mémoire ou une histoire à raconter, alors je pense qu'il y a quelque chose, c'est vraiment une valeur ajoutée pour moi, oui. Pour détourner les objets, ou pour en tout cas appréhender les objets, le mieux c'est quand même d'aller voir comment ils sont fabriqués. Absolument. Pour ça, vous allez, comme vous l'avez fait pour la maison Petit H, regarder comment travaillent les artisans. Et ensuite, vous en faites quelque chose d'autre. Petit H est une création de Pascale Moussard, qui à l'époque, ça fait un peu plus de 10 ans, elle a voulu, son grand credo était que rien ne se jette, mais tout se transforme. Et que la création chez Petit H puisse se faire à partir de la matière et pas à partir de la feuille blanche. Et j'ai eu vraiment la chance de pouvoir être appelée parmi les premiers designers à participer à cette aventure qui était naissante. Et comme on était un tout petit groupe de designers et de créateurs, on a eu la chance, avec Pascal, de sillonner la France et d'aller d'atelier en atelier pour découvrir comment la soie, les cuirs, les métals, la porcelaine étaient faits chez Hermès. Et c'est vrai, en tout cas pour ce qui me concerne, dès qu'on regarde comment les choses sont faites, c'est là qu'on a les idées. C'est ça votre source d'inspiration principale. Oui, et ça pas que pour Petit H, pour beaucoup de choses que je fais à la suite ou que je suis encore en train de faire. Une curiosité aiguisée et un dialogue avec les artisans qui permet de la canaliser et de booster sa créativité. La façon dont on parle à l'artisan, dont on parle à un métier qu'on aborde et trouver les solutions ensemble, ça c'est... je pense que c'est ce qui est presque le plus enrichissant dans mon métier, c'est-à-dire de trouver ces dialogues. Et souvent, on s'est fait surprendre par des personnes avec une humanité très grande, avec une intelligence de la main et une intelligence aussi de l'objet, de la matière. Ils savent comment elle va réagir. Donc, parfois, les designers, ils sont un peu utopistes. Donc il faut que l'artisan soit là pour les ramener à la réalité de la matière, mais c'est essentiel de trouver ces dialogues et de les rendre intelligents. Un dialogue aussi présent lors de ces différentes collaborations, comme avec la marque Backsack qui partage les bureaux de Stefania et qui imagine des bacs à plantes en toile géotextile. Ensemble, ils s'apprêtent à ressortir une ancienne collection de Stefania d'assiettes émaillées, un univers outdoor et coloré qui a tout de suite été une évidence pour Marion Lioro, graphiste de la marque.
Stéphania fait partie du paysage de Backsac depuis toujours. On a pratiqué cette vaisselle avant d'essayer de penser à une collection restreinte. C'est pour ça que ce qui est chouette en ce moment dans le travail qu'on est en train de faire, dans le choix des couleurs, des formes aussi, des formats, c'est vraiment un jeu. Ça représente vraiment l'art de vivre outdoor représenté par Backsac. Cette réutilisation des objets, ou en tout cas cet amour de l'objet que vous avez, vous le traduisez très bien dans votre rubrique dans le journal Le Monde, oui. Écologiquement vôtre. Qu'est-ce que vous nous racontez dans cette rubrique exactement? Ça fait vraiment partie aussi de oui. votre travail. C'est une partie très importante de mon travail parce que c'est vraiment une page blanche différente. Oui. Ce n'est pas une page blanche de mon expression, ma création, c'est un regard sur le monde, un regard sur des objets qui existent déjà, qui sont faits par autres personnes, qui sont souvent anonymes, mais qui, voilà, mon regard de designer, on va dire, analyste presque de l'objet, doit mettre en exergue son intelligence d'usage, son intelligence de réalisation, de fabrication. Il y a probablement un livre qui va être créé avec toute cette récolte d'objets. C'est vraiment un exercice très intéressant pour moi parce que très souvent, en analysant ces objets qui existent depuis peut-être des millénaires parfois, j'ai des idées autant que créatrice pour aller chercher ces savoir-faire, modifier peut-être les savoir-faire pour faire des créations nouvelles. Merci beaucoup Stéphania. De rien, merci à vous. Chez Yunya Watanabe, les épaules deviennent des pointes et les lignes s'affirment avec précision. On questionne ici le fond et la forme dans En mode. Quand l'habit devient sculpture et la sculpture habit, ce sont toutes les règles de la mode qui volent en éclats. Yunya Watanabe est passé maître en l'art de ce renversement avec des collections qui, chaque saison, envoient valser nos conceptions du vêtement. En activité depuis 1992, le créateur japonais est l'un des vétérans de la Fashion Week parisienne. C'est aussi l'un des plus discrets. Si sa parole et ses apparitions sont rares, son influence, elle, n'est plus à démontrer. Il fut parmi les premiers à exploiter des matériaux industriels et à repousser les limites de pièces universelles telles que la veste en cuir ou le trench coat. Son esthétique flirte souvent avec le punk ou avec un style futuriste, peut-être justement parce qu'il rejette les codes d'un certain ordre établi. Au début des années 2000, il marquait les esprits avec une collection techno-couture qui évoquait la tradition aussi bien que la science-fiction. Depuis, il mêle le futurisme au patchwork, l'artisanat aux légendes du rock, dans des démonstrations de savoir-faire d'une extrême précision. Dans sa collection hiver 2024, il pousse à son paroxysme l'étude du fond et de la forme. Les vêtements basiques deviennent des structures qui tournent autour du corps dans une étonnante géométrie. Au-delà de l'habit, c'est la forme qui l'intéresse. Pensé non pas comme une pièce fonctionnelle, mais simplement comme un volume qui évolue dans son propre espace. Lorsqu'il rentre en interaction avec le corps, alors il devient un vêtement. Mais chez Yunya Watanabe, l'un n'est jamais vraiment au service de l'autre. C'est en ça que sa mode reste aujourd'hui incomparable. Sa conception d'un savoir-faire dépasse le geste de la main ou les techniques de couture. Elle englobe tout le processus intellectuel qui se cache derrière une silhouette. L'expérimentation des volumes dans l'espace, le patronage, la coupe et l'assemblage, jusqu'au mouvement de la création sur le corps, chaque étape est lisible, s'imbrique dans l'autre, jusqu'à donner un résultat aussi étonnant qu'harmonieux. Une cape structurée qui lévite au-dessus d'une robe à fleurs, un plastron métallique qui tourne autour du buste,
Un rideau de ceinture clouté qui n'entre dans aucune définition vestimentaire, mais se place pourtant en harmonie le long du corps. 30 ans après ses débuts, Yunya Watanabe poursuit, avec la même fraîcheur, une leçon d'anticonformisme inégalée qui affirme qu'on peut toujours questionner la définition d'un vêtement et nous rappelle que c'est parfois dans la rigueur qu'on trouve la plus grande liberté à la frontière entre discipline technique et rébellion esthétique. De la modernité, Marion Flamand en apporte à ses créations de verre, vitraux traditionnels ou créations contemporaines. Elle est toujours en recherche de nouvelles techniques. Ce que je cherche à exprimer par l'art du vitrail, c'est comment parler de la lumière qui se matérialise et aussi l'histoire que véhicule l'artisanat du vitrail. C'est vraiment ces deux sujets, l'histoire et la lumière. C'est après des études mêlant art et scénographie que l'artiste Marion Flamand trouve dans l'artisanat du vitrail un vecteur d'émotion et de lumière à part. À travers ses œuvres flamboyantes, exposées dans les galeries et les chapelles de France et d'ailleurs, Marion se réapproprie cet art millénaire pour l'emmener vers celui de la sculpture, un travail de recherche artistique complexe qui débute dans ses carnets de croquis. Ça part toujours d'un contour en fait. D'abord du plomb. Donc là typiquement c'était l'arche ou le cercle, complètement traditionnel. Et à l'intérieur de ça, j'ai commencé à intégrer des coulures et comme un trompe-l'œil d'un vitrail qui serait en train d'évoluer, en fait, de tomber sur lui-même ou au contraire d'apparaître. Place ensuite au carton réalisé à l'aquarelle dans lequel Marion anticipe les techniques d'assemblage et de coloration du verre, comme ici le fusing où les différentes couleurs fusionnent entre elles. Dans le vitrail et dans le travail du verre, il faut toujours avoir en tête les contraintes en fait, de la matière. Par exemple, un jaune positionné sur un rouge va disparaître. Et c'est drôle parce que c'est aussi l'inverse du travail de la lumière, c'est-à-dire que dans la lumière, les couleurs s'additionnent pour devenir blanches, alors que dans la matière, elles se superposent. Chalumeau en main, Marion anticipe aussi dans ses dessins sa technique de peinture à la suie de bougies qu'elle a elle-même développée. L'artiste badigeonne le verre d'un mélange d'eau et d'encre avant de le passer sous la flamme. L'effet de la flamme, c'est que ça sèche le liquide et en même temps ça dépose le noir de fumée, la suie, la matière organique vraiment de la cire qui brûle et qui, dans le liquide en même temps, vient se briser et créer ce motif complètement aléatoire. Et l'idée dans ces pièces-là, c'est de venir tenter d'emprisonner l'image du feu à l'intérieur du verre. Vu que le verre vient vraiment de la fusion, en fait, la transparence, elle est possible que par la transformation du sable en cristal, par le feu. Pour moi, c'est un peu un hommage au verre lui-même et à la transparence que de montrer le feu qui est emprisonné à l'intérieur, le rendre visible par cette technique. Ces compositions artistiques sont ensuite découpées et intégrées au motif du vitrail dans un grand puzzle. Et une fois que celui-ci a pris forme, l'artiste soude chaque pièce entre elles en les encerclant ici d'un fil de cuivre, chauffé ensuite à l'étain. C'est une technique qui s'appelle le Tiffany, qui permet en fait de faire des soudures sur des plus petites pièces. Il y a des lampes très connues qui s'appellent des Tiffany, faites de petits morceaux et qui permettent de faire des abat-jours. Bon, c'est inspiré de ça et du coup, ça remplace. Enfin, c'est une autre technique que le montage au plomb. Moi, j'aime bien le montage au plomb parce que c'est aussi une matière plus historique qui est vraiment liée aux églises. Mais celle-ci, elle permet de faire aussi d'autres choses et parfois plus rapidement ou avec un peu plus de précision. De la couleur à l'assemblage, Marion réinvente l'art du vitrail jusqu'à interroger la matière même du verre, comme ici avec cette compression de phare de voiture repêchée dans la Méditerranée. Donc là, par exemple, j'ai mélangé des phares qui sont transparents, rouges et orange. Et on voit encore, par exemple, les petits éléments noirs, c'est la colle qui a carbonisé. Et ce que j'aime dans cette matière, c'est qu'elle, on dirait presque des sculptures un peu pariétales, de grottes. Enfin, il y a des images qui sortent qui sont très abstraites. Et ça crée une matière première
qu'ensuite j'ai redécoupé et travaillé comme du verre, quoi. On peut travailler le vitrail de 1000 façons. Alors je pense que les restaurateurs d'église ou les vrais vitraillistes qui travaillent dans des contextes très techniques seraient sûrement pas d'accord, mais pour transmettre une émotion, on peut passer par autre chose que le verre, je pense. Du verre fusionné et brûlé aux déchets recyclés, Marion poursuit sa quête de lumière en explorant tous les horizons. Version française est déjà terminée, mais on se retrouve très vite pour toujours plus de découvertes. Bye!